C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance, et bienvenue dans ce journal. Les titres pour démarrer. Les réfugiés burundais et les politiciens qui sont encore en exil sont qualifiés par le pouvoir du CNDD-FDD de réfugiés économiques qui refusent de rentrer à cause de leur pauvreté. Faux et archi-faux, rétorque le président de la plateforme des partis d'opposition Sénared, qui trouve que ce sont plutôt les responsables du parti CNDD-FDD qui sont en train de s'enrichir illicitement sur le dos du peuple burundais. Et la décision que le pouvoir de Bujumbura a prise pour la contribution forcée des élèves aux élections de 2020 est contestée par le parti UPD Zigamibanga, qui trouve que le gouvernement ne doit pas compter sur les élèves. Et au cours de ce journal, nous allons nous rendre au sud du Rwanda où la télévision Renaissance a rencontré les réfugiés burundais qui faisaient des navettes pour des travaux saisonniers avant la crise. Et depuis, ils n'ont pas pu retourner dans leur pays à cause de l'insécurité. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. Les réfugiés burundais et les politiciens qui sont en exil sont qualifiés par le pouvoir du CNDD-FDD de réfugiés économiques qui refusent de rentrer à cause de leur pauvreté, alors que la paix est garantie dans tout le pays. Dans une conférence de presse qu'il a animée ce lundi, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, a dit que ces politiciens errent un peu partout dans le monde parce qu'ils sont manipulés plutôt par l'Occident. Suivez Évariste Ndayishimiye. Ce qui nous a fort étonnés, il y a eu d'autres enjeux politiques. Au moment où le Burundi était en train de commémorer l'assassinat de nos héros, c'est à ce moment qu'on a programmé les négociations. C'était un piège parce que moi-même, j'ai été en contact avec les membres du bureau des facilitateurs. Ils m'avaient promis de remettre les négociations du 4 au 7 novembre 2018. Du coup, nous avons appris que ces dernières ont été maintenues au mois d'octobre. Contrairement à ce que nous avions cru, nous pensons qu'il y a eu un manipulateur qui a conseillé aux facilitateurs de maintenir ce mois pour faire échouer la partie gouvernementale et d'y prendre part. C'est cela la première chose qui montre qu'ils ont improvisé le programme. Deuxièmement, au cours de cette session, ils n'ont pas parlé sur les sujets prévus. Ils n'ont jamais parlé de la feuille de route. Ils ont plutôt échangé sur le plan de renverser le pouvoir du CNDD-FDD. Le facilitateur a alors amené le document qui est venu de l'Europe et l'a remis au médiateur Museveni, comme si c'est un procès verbal de négociations entre les Burundais, alors qu'il s'agit bien d'un PV de l'Europe. Cela nous a permis de confirmer qu'il y a un hic dans ce processus. Il parlait toujours des négociations au Burundi, comme si nous avons un quelconque problème. Quant à nous, les négociations sont finies. Il ne reste qu'un petit point de conclusion. Ibiganiro rero murumva yuko novuga ntivyaraheze hasigaye ako kadomo. En traitant de réfugiés économiques, tous les Burundais en exil, Évariste Ndayishimiye oublie très vite le mal qu'il a lui-même vécu dans le passé. Réaction de Jean Minani, président de la plateforme des partis d'opposition Sénared. Il indique que même les biens dont disposent certains hommes du CNDD-FDD sont le fruit de la corruption. Suivez-le, il a été joint par téléphone. C'est vraiment triste. Parce que de la part de quelqu'un qui serait responsable d'un parti qui fut un grand parti, aujourd'hui je pense qu'il n'aurait plus, ce terme ne l'honore pas et n'honore pas son parti. Traiter des réfugiés, que ce sont des réfugiés économiques, lorsqu'il a été réfugié pendant plus de 10 ans, c'est oublier le mal que vous avez vécu. C'est trop vite oublié, il a trop vite oublié. Oh, il parle des gens pauvres aujourd'hui qui commandent. Je peux dire que les Burundais réfugiés ne sont pas commandeurs. Ils ont la force, ils ont la volonté de se développer. Ils ont quitté des maisons pleines. Ils avaient des biens tous, chacun à son niveau, et personne ne se plaignait. Il dit que certains demandent des postes de ministre. Nous ne demandons pas de postes de ministre. Je peux dire que certains parmi nous pouvaient même avoir des salaires à donner à des ministres. Donc la question ne se pose plus. Il est en train de parler, de parloter. La question qui se pose, c'est que ce groupe-là, qui s'enrichit sur le dos des Burundais, du peuple burundais, parce qu'il
ils pillent, parce qu'ils raquettent, non pas à se vanter de cela. Parce que lorsque vous vivez de ce que vous avez volé, sachez qu'un jour, vous deviendrez pauvre, parce que celui à qui appartient ce que tu as volé le réclamera toujours jusqu'à ce qu'il le retrouve. Ils savent très bien qu'ils ne pourront arriver nulle part s'ils n'acceptent pas de s'asseoir avec nous, avec toute l'opposition, tous ces Burundais qui traitent de pauvres, qui sont réfugiés actuellement, pour trouver une solution. Même aujourd'hui, s'ils étaient des gens conséquents, s'ils étaient des gens responsables, ils verront que le Burundi est en train de s'arrêter, que le peuple burundais est malheureux, que toute la population est pauvre, que le Burundi aujourd'hui est très pauvre. À quoi ça sert d'être 5 riches, 10 riches, 20 riches, même 50 riches, avec une population de 10 millions de personnes pauvres? À quoi ça sert? De toute façon, tôt ou tard, ils devront payer et devront rendre compte de ce qu'ils ont volé et perdre. Le président du Sénarède met en garde aussi tous ceux-là qui achètent les biens des réfugiés burundais en réponse au plan du gouvernement. Ils devront les rendre le moment venu. On l'écoute encore une fois. Ils sont en train de vendre à vil prix les richesses du Burundi. Le sous-sol, maintenant il paraît qu'ils veulent même vendre les maisons des réfugiés, les biens des réfugiés. Je voudrais ici mettre en garde tous ceux qui vont acheter les biens des réfugiés ou qui continuent à faire des contrats malsains, malpropres, avec ce pouvoir, sur les mines, sur les sociétés du pays, qui vont regretter. Parce que tôt ou tard, ils devront rendre ces biens avec intérêt, plus que l'intérêt, parce qu'ils seront traités comme des voleurs, comme ceux qui leur vendent ces biens. Il faut que chacun donc sache que même si le pays est gouverné par des voleurs qui constituent le groupe actuel qui dirige, ceux qui traitent avec eux pour délapider le pays vont fin de fin perdre ce qu'ils ont délapidé avec leurs confrères délapideurs. Le parti CNDD-FDD a annoncé également lundi de cette semaine que les réfugiés n'ont pas le droit de demander les négociations parce que c'est du domaine de la politique. Selon Évariste Ndayishimiye, la loi qui régit les réfugiés ne leur permet pas d'exercer la politique, mais les réfugiés burundais le font exprès. Suivez-le. Aucun Burundais n'a été exclu du processus de négociation, sauf ceux qui n'ont pas le droit d'y participer, entre autres ceux qui sont recherchés par la justice. C'est également lorsque l'on fuit le pays, tu n'as plus le droit de faire la politique, mais au Burundi, il y a ceux qui veulent, jouer avec notre pays. Dans le droit international et des réfugiés, il est strictement interdit d'exercer la politique. Normalement, quand un réfugié fait la politique, on l'envoie dans son pays pour continuer ses travaux politiques. Mais comme ils sont soutenus, ils parlent toujours de négociation, c'est déjà la politique, alors qu'ils sont réfugiés. Vous comprenez qu'il s'agit d'une contradiction et contraire aussi à la loi. La plupart de ces réfugiés ont fui à cause de la peur. Il est venu une bande de ceux qui voulaient provoquer la guerre au Burundi. Ils annonçaient toujours une guerre qui n'a jamais éclaté. Mais alors, comme la guerre n'a pas eu lieu, pourquoi ils ne rentraient pas? C'est normal que le parti présidentiel nie la qualité des négociateurs du côté de ses opposants, mais ce que le parti ignore, c'est que son pouvoir finira tôt ou tard par négocier avec ses adversaires. C'est ce qu'indique ici Jean-Claude Ngondoua, expert en résolution pacifique des conflits. Selon lui, le secrétaire général du CNDD-FDD devrait se souvenir du cas de son propre parti qui faisait la politique étant en exil. Sinon, il indique qu'il y aura une contradiction dans ce que les autorités du Burundi disent sur les négociations et les propos des responsables du parti au pouvoir. Suivez-le.
Je pense que cette incohérence d'idées, de positions aussi entre le CNDD-FDD et le gouvernement s'est montrée quelques jours avant aussi le sommet, quelques jours avant plutôt la rencontre du médiateur, du facilitateur à Arusha, où c'est l'opposition seulement qui a répondu à l'invitation. C'est là où on a vu que le président du parti CNDD-FDD lui disait que ils allaient répondre à l'invitation et que cette rencontre devrait être la dernière. Et puis le bureau du président a dit qu'on ne va pas répondre à l'invitation. Donc cette discordance continue jusqu'à présent. Donc la lettre du président clarifie très bien qu'il ne négociera jamais avec les putschistes, alors que le CNDD-FDD, le président du parti, montre qu'il y a toujours quelque chose de relativisme pour répondre à l'invitation. Mais je pense que ça demande que Bujumbura, le gouvernement et le parti CNDD-FDD prennent le temps pour définir leur position et pour faire une action commune. Sinon, ça montre que ceux qui disent à la radio, ce ne sont pas réellement ce qu'ils pensent, c'est juste pour garder la population dans leur pouvoir, pour les informer que nous sommes encore forts, nous ne sommes pas prêts à laisser. Le pouvoir nous appartient, on n'est pas prêt à partager avec n'importe qui. Ce qui un jour va changer. Oui, je pense qu'un jour, ils vont changer. Mais comme je le dis, ceux qui disent maintenant, c'est juste pour montrer qu'ils ne sont pas prêts à négocier pour manifester qu'ils contrôlent toujours le pouvoir. Mais ce qui est en train de se faire, qui va être révélé très bientôt, c'est qu'un jour, ils vont converger et finalement répondre parce que la pression est très grande et je ne pense pas qu'ils vont continuer à résister du tout. Le journal poursuit la décision que le pouvoir de Bujumbura a prise pour la contribution forcée des élèves aux élections de 2020 est une décision à rejeter parce que le gouvernement ne doit pas compter sur les élèves. Chovino Mugwengezo, président du parti IPD Zigamibanga de l'opposition, ajoute que partout au monde, c'est au Burundi seulement que les élèves contribuent aux élections de 2020. Je vous propose de le suivre. C'est une situation très grotesque. On ne peut pas attendre d'un élève une cotisation électorale. On ne peut pas attendre d'un écolier une cotisation électorale. C'est un non-sens, à mon avis. Et ils œuvrent de façon, je ne sais pas comment, mais sinon, un pays se développe lorsqu'il investit trop dans l'éducation. C'est comme ça que le pays se développe. Il ne faut pas espérer un développement si vous n'avez pas investi dans l'éducation. Or, ce qui se passe chez nous, le pays n'investit pas trop dans l'éducation. Si les choses en arrivent au point où l'État compte sur les élèves, donc cet État-là n'a pas lieu d'être. C'est un État démissionnaire, c'est un gouvernement démissionnaire. Et moi je pense que compter sur les efforts des élèves, des enfants pour réussir son processus électoral, ça relève même de l'immoralité. Je vous le disais dans les titres des réfugiés d'un genre particulier, il s'agit de Burundais qui faisaient des navettes pour des travaux saisonniers avant la crise qui a commencé en avril 2015. Depuis, ils n'ont pas pu retourner dans leur pays à cause de l'insécurité. Franck Kazé s'est rendu à Rouillé où il s'est entretenu par Eric Chiteretse, un d'eux. Je venais pour des travaux saisonniers pour cultiver pour des Rwandais. Et je retournais au pays. Ce qui m'a poussé à aller au HCR, c'est l'insécurité. Parce que j'ai failli être tué par des Imbonerakure. Toujours à propos de cette catégorie de Burundais vivant au Rwanda, une campagne de sensibilisation à l'endroit de ceux qui ne sont pas encore fait enregistrer auprès du HCR est en cours, selon le représentant des réfugiés burundais vivant au sud du Rwanda. Et leur nombre n'est pas encore connu pour Vincent Zisabila. Il s'agit d'une question de sécurité. Suivez-le. On a déjà reçu pas moins de 10 personnes, 10 cas de personnes qui vivaient ici même avant la crise, et qui ont même épousé les femmes rwandaises, croyant qu'en ayant épousé une femme rwandaise, on devient automatiquement rwandais. Mais
ça c'est pas légal. C'est pas automatique. Quand on a une femme rwandaise, c'est pas à dire qu'on ait directement droit à l'identité rwandaise. Donc, d'autres personnes, nous les recevons, nous leur disons qu'ils vivent ici légalement et quelques-uns préfèrent demander ce statut de réfugié. Avec l'ignorance, c'est ce que même nous essayons de sensibiliser la population à ce qu'ils sachent que le détenteur de l'identité, de la carte d'identité burundaise n'est pas permis de vivre ici au Rwanda ayant l'unique identité. Vous savez que pour vivre ici, habiter au Rwanda, on doit avoir un visa. Mais mes chers frères qui ne sont pas peut-être qui vivent dans cette ignorance, nous les rencontrons avec les cartes d'identité seulement, et c'est ce que nous faisons avec l'administration locale pour sensibiliser d'autres personnes afin qu'ils aient des papiers pour vivre ici au Rwanda. Demain, on a fait ce que j'appellerais un recensement des étrangers vivant ici, et on a dénombré quelques personnes qui vivaient avec ces statuts, avec ces cartes d'identité. Donc, ceux qui ne préféraient pas demander le statut de réfugiés, ils ont été retournés chez eux au Burundi. Hors de nos frontières, un report partiel des élections a été annoncé par la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo. Dans les circonscriptions de Beni, Butembo et Yumbi, les élections prévues ce 30 décembre sont reportées au mois de mars l'année prochaine. L'Église catholique craint un agenda caché dans ce report. Le point avec Thierry Bigrindavi. Dans ces trois lieux, les élections sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique, précise le communiqué de la Commission nationale électorale indépendante. Cette institution dirigée par Corneille Nangaa justifie ce report des élections à Beni et à Butembo par la persistance de l'épidémie de la maladie Ebola qui continue à sévir dangereusement dans cette partie de la République démocratique du Congo. Dans la province de Mai-Ndombe, à l'ouest du pays, les incidents meurtriers survenus dans la nuit du 14 au 15 décembre dans le territoire de Yumbi constituent l'argument de ce renvoi des élections au mois de mars. Par contre, l'institution dirigée par Corneille Nangaa confirme la publication des premières tendances des élections du 30 décembre, circonscription par circonscription, 48 heures après le vote. Les résultats provisoires seront annoncés le 6 janvier 2019. La publication des résultats définitifs interviendra le 15 janvier et la prestation de serment du successeur de Joseph Kabila Kabange le 19 janvier de la même année. D'aucuns s'interrogent si les électeurs de Beni, Butembo et Yumbi pourront-ils voter au mois de mars alors que le résultat des urnes est déjà entériné. Le candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, avait prévenu sur son compte Twitter qu'Ebola ne pouvait pas être utilisé comme prétexte pour reporter les scrutins dans ce territoire. D'autant que les circonscriptions de Beni et Butembo sont acquises à l'opposition, particulièrement à la coalition Lamuka. Peu après l'annonce de ce report partiel, le porte-parole de la puissante Église catholique congolaise a dit craindre un agenda caché dans ce processus électoral. L'abbé Donatien Chole, secrétaire général et porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo, appelée Senko, a déclaré à la presse: c'est une décision grave qui laisse entrevoir un agenda caché. Merci à Thierry Bigrindavi. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Et à la prochaine.